Dans ce cimetière, dans le sud de la Tunisie, Nadia est venue se recueillir sur la sépulture de sa mère. Dans ce quartier de l'île de Djerba, les habitants noirs et ceux à la peau plus claire ne sont pas enterrés au même endroit. La mère de Nadia a été mise en terre dans un bout de terrain appelé le cimetière des esclaves. À 2 pas se trouvent 2 autres cimetières destinés aux Zahrar, ou hommes libres, plus clairs de peau. Cette situation existe depuis toujours. Nous nous y sommes habitués. Les sépultures des esclaves et celles des libres sont séparées. Chacun a son coin. Les Tunisiens noirs, dont certains sont descendants d'esclaves, constituent une minorité très peu visible dans la vie publique. Mais ils aspirent à présent à plus d'égalité. Le 9 octobre, le Parlement tunisien a adopté une loi jugée historique, criminalisant les propos racistes, l'incitation à la haine et les discriminations. Ces actes sont désormais passibles de 3 ans de prison et de 5 000 € d'amende. Bien sûr que cette loi va pouvoir nous libérer quelque part de cette forme de ghetto, de séparation. Aujourd'hui, quand on va demander à réparer tout ça, nous avons quand même où aller. Nous irons vers la justice. Contrairement aux grandes villes comme Tunis, les habitants de Djerba enterrent leurs morts sans autorisation municipale. Cela permet de répartir les lieux de sépulture selon le niveau social ou même la couleur de peau. Aujourd'hui encore, les mairies de la ville mentionnent toujours sur les extraits de naissance des descendants d'esclaves le mot Atig, suivi d'un nom, désignant la famille ayant affranchi leur aïeul. Dans la localité voisine de Gosba, beaucoup se plaignent aussi du racisme ambiant. On va te dire que les discriminations n'existent pas, mais elles sont bien présentes. On te dit qu'il n'y a pas de différence entre un blanc et un noir, mais en réalité c'est tout le contraire. En réalité, ils te méprisent. Les mentalités ici n'ont pas évolué. Pour les activistes, la nouvelle loi contre les discriminations représente déjà une reconnaissance par l'État tunisien que le problème existe. Ils espèrent à présent passer à la réconciliation, sans distinction basée sur la couleur de peau. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Chahdieng Official. J'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors, je viens ici aujourd'hui pour commenter l'actu et donner mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Et le sujet que j'aborde aujourd'hui, c'est un sujet qui, à mon avis, est assez intéressant. Il est assez intéressant parce que c'est un sujet qui est assez caché, on en parle très peu. Je ne suis pas spécialiste en la matière, même si j'ai rédigé un mémoire de plus de 100 pages, un mémoire de Master 1 à l'Université de Paris 8 sur le sujet de l'esclavage en Mauritanie. Donc il s'agit donc des pays du monde arabe où les personnes musulmanes, il faut bien le dire, qui ont une couleur de peau assez foncée, nègres, noirs, sont traités comme des moins que rien. Alors qu'on nous a toujours dit que l'islam est une religion de paix, est une religion d'amour, est une religion d'égalité. En tout cas, c'est le discours qui est tenu par les musulmans de France, par les musulmans qui vivent en Occident. Alors que dans les pays de ces gens-là, la légalité n'est qu'une utopie. La discrimination, elle est ouverte, on ne la cache pas. Le racisme, il est ouvert, on ne le cache pas. Mais quand ils arrivent en Occident, ils sont souvent les plus grands défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des peuples qui sont opprimés, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, quand je vois cette vidéo, ça me donne l'idée que le monde musulman est dans une crise profonde. Je rappelle que dans les sociétés occidentales où on a du mal à dépasser la couleur de peau, je parle plus particulièrement des États-Unis, on n'est plus à ce niveau-là. Ce qu'on a vu, c'est quoi? On a vu dans cette vidéo 2 éléments très très perturbants. En tout cas, vraiment qui posent un problème. Le premier, c'est quoi? C'est qu'on a dans une ville d'un pays du monde arabe des cimetières qui sont divisés, qui sont séparés. Un cimetière réservé à des gens de couleur noire et un autre cimetière réservé à des gens de couleur un peu plus claire. Alors qu'on parle de pays musulmans, où l'égalité doit être une réalité, où la discrimination, le racisme doit être combattu de la manière la plus violente possible en sévissant sur ceux qui l'appliquent. Aujourd'hui, on est un pays où
les cimetières sont séparés. On a des cimetières pour les musulmans, qu'on considère comme des anciens esclaves noirs, et des cimetières pour les gens qu'on appelle les gens libres. Et ce qui est encore plus grave dans cette affaire, donc, c'est qu'on a, dans une partie de ce documentaire qu'on a regardé tout à l'heure, il y a le journaliste, ou la journaliste, c'est une femme qui parle, qui nous dit que dans le certificat de naissance de ces gens-là, de couleur de ces nègres, de ces anciens esclaves, il y a marqué Atig. Donc quand on met Atig, on met le nom de la personne qui a affranchi leurs aïeuls, c'est-à-dire leurs arrière-grands-parents. C'est extrêmement perturbant, c'est extrêmement grave. Parce que dans les sociétés occidentales, où on a encore du mal à dépasser la couleur de peau, la barrière raciale, aux États-Unis par exemple, on n'est plus à ce niveau-là. Un noir américain qui naît aux États-Unis aujourd'hui ne peut plus savoir qui était le maître de ses arrière-grands-parents. Il a le même nom que les Blancs, Brown, Jackson, Clinton, etc., etc. Et ça me rappelle une chose, c'est que quand on arrive à ce stade-là, c'est qu'il y a vraiment un problème et beaucoup d'hypocrisie dans notre religion qui est l'islam, parce que je suis musulman et pratiquant. Et au moment où je parle, je fais le ramadan comme tous les musulmans. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce que ceux qui sont en train de faire cela sont les mêmes qui, une fois arrivés sur le sol européen, nous parlent de démocratie, nous parlent de respect des droits de l'homme. Je rappelle que dans les années 1890, à la fin du 19e siècle aux États-Unis, il y avait une affaire qui avait défrayé la chronique aux États-Unis, dont on parlait beaucoup dans la presse. C'était Plessy versus Ferguson. Plessy versus Ferguson, c'était quoi? Pour ceux qui étudient l'histoire américaine, c'était un jeune métis qui avait acheté son billet de train. Il avait réservé son billet de train pour aller dans une autre ville. Il avait réservé en première classe. Le jour où il vient s'asseoir donc sur sa place, sur son siège, le contrôleur arrive et lui dit « Vous n'avez pas le droit de vous mettre ici, parce que cette place, elle est réservée aux Blancs. » Le jeune homme dit non, il conteste. Finalement, il a fait un recours. Il a déposé une plainte au niveau de la Cour suprême américaine. La Cour suprême américaine tranche en disant quoi? En disant maintenant, on va appliquer ce qu'on appelle « separate but not equal ». Separate but not equal, donc comme le mot l'indique en français, en anglais, separate donc séparé, but not equal, mais on n'est pas égaux. C'est-à-dire on est séparés, on est dans le même train, ok? On est dans le même train, on a des wagons différents, parce qu'on est en réalité différentes. Aujourd'hui, on en est là, alors que Plessy versus Ferguson, c'était dans les années 1800, vers la fin du 19e siècle, aux États-Unis. Et il y a eu plus tard, dans les années 50, l'affaire de Brown versus the Board of Administration of Topeka. Il y a également l'affaire de Little Rock, où le président Eisenhower a été obligé de faire intervenir la garde nationale américaine pour que 9 enfants noirs américains puissent s'inscrire dans une école aux États-Unis. Mais tout cela, c'était dans les années 50. Aux États-Unis aujourd'hui, évidemment, la barrière raciale elle est toujours présente, mais je ne pense pas qu'on est arrivé à ce stade-là, ou qu'on soit arrivé à ce stade-là. Ce qui est grave encore dans cette affaire, c'est qu'on nous parle d'un pays musulman. Et aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait un mémoire, j'ai soutenu un mémoire en 2014 sur le sujet de l'esclavage en Mauritanie, avec ce qu'on appelle les Haratines, qui sont des Noirs, qui sont des esclaves ou des descendants d'esclaves dans un pays majoritairement noir, mais avec une classe politique dirigée par des Arabes, par des personnes de couleur blanche. Aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement grave dans l'islam, dans la Oumma islamique. C'est dès qu'on arrive en Occident, on critique les Occidentaux, on les traite de tous les noms. En tout cas, je ne vois pas un seul pays en Occident où les Noirs sont encore traités de cette façon. Je ne le vois pas. Ni en France, et c'est un message que je lance aux jeunes de banlieue qui crachent sur la France, qui me traitent de bounty, de nègre de maison. Aujourd'hui, ils vivent dans un pays où les Noirs ont les mêmes droits que les Blancs, voire même plus que les Blancs. Parce qu'il y a, sur le côté social, des avancées énormes qui ont été faites, des avantages que les Noirs et les Maghrébins ont eu, que beaucoup de Blancs n'ont pas. Faites le tour des villes en France. J'ai eu la chance de voyager un tout petit peu. Dès que vous arrivez à la gare, la plupart des jeunes que vous voyez à la gare avec leurs chiens, en train de dormir
sous la belle étoile, en train de chercher à manger. Si vous regardez bien, 90% d'entre eux sont des blancs. Et beaucoup de noirs qui foutent le bordel dans les banlieues, eux, ils ont des logements chez leurs parents, qui vivent bien et qui s'occupent bien d'eux. Donc aujourd'hui, la Oumma islamique devrait mettre en lumière cette affaire. On en parle très peu. Okay? Le sujet est caché. On fait savoir que tout va bien, on est une religion de paix, d'égalité, mais en réalité, ce n'est que de l'hypocrisie. Ce n'est que de l'hypocrisie. On sait très bien que derrière cette tentative de faire croire à tout le monde que tout se passe bien, on est égalitaire ou bien on est égaux, il y a une réalité qu'on ne montre pas. Il y a souvent des musulmans de première classe et des musulmans de seconde classe. Que ce soit dans les pays du Golfe, que ce soit dans les pays du Maghreb, partout, on a le même problème. Et pourtant, on dit que l'islam est une religion de paix, de tolérance, d'égalité, qui condamne les discriminations raciales, qui condamne le racisme. C'est extrêmement préoccupant et je pense qu'aujourd'hui, le monde musulman n'a aucune leçon à donner à l'Occident. Aucune leçon. On peut traiter les Occidentaux de tout ce qu'on veut, mais sur le plan de l'égalité des droits, sur le plan de la liberté d'expression, sur le plan du respect des droits de l'homme, ils sont en train et ils ont fait énormément d'efforts au moment où dans certains pays arabes, des Noirs se font massacrer uniquement parce qu'ils sont noirs et sur leur casier, sur le registre de naissance, il y a marqué Atig pour toujours le rappeler qu'ils sont encore des gens de seconde classe. Ce qui est inadmissible, ce qui ne peut pas être compris. Je ne généralise pas, ils ne sont pas tous comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'indignent de cette situation, beaucoup qui se sentent très gênés de cette situation et qui ne sont pas des Noirs, mais il y a également beaucoup qui ne disent absolument rien du tout et comme on dit en français, qui ne disent rien consent. Et je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment évident qu'il y a un racisme latent dans cette communauté musulmane, il y a de l'hypocrisie et que les musulmans cessent, s'il vous plaît, de donner des leçons à l'Occident. Vous n'avez aucune leçon à donner à l'Occident. Parce que tout ce que vous reprochez à l'Occident aujourd'hui, vous faites pire dans vos pays d'origine. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une affaire qui doit être mise en lumière. Donc, puisqu'on est au mois de Ramadan, je me suis dit, je vais en profiter pour en parler, faire une vidéo là-dessus. Éveiller les consciences, même si je sais que ça ne suffit pas, parce que pour faire ce mémoire de plus de 100 pages et quelques que j'ai soutenu en 2014 à l'Université de Paris 8, il m'a fallu presque une année de travail. Donc faire une vidéo de 10 minutes ne règle pas la situation, mais je pense que puisque c'est une chaîne que j'ai lancée il y a quelques années, et dont l'unique objectif est de dénoncer les tares de la société, quand j'ai parlé des jeunes de banlieue, j'ai reçu des menaces de mort. Beaucoup ont dit que le mec c'est un bounty, un aigle de maison qui veut dire aux blancs ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qui est absolument faux. La dernière fois, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la dame noire qui se fait insulter dans une boulangerie à Paris. Je ne me rappelle plus le quartier. Quand il y a des problèmes, quand il y a des choses qui ne vont pas, je suis toujours là pour le dire. Et je n'ai pas la langue dans ma poche. Quand j'ai des choses à dire, je les dis. Quand il faut dénoncer, je les dénonce. Parce que ce problème-là, il y a beaucoup de musulmans qui sont au courant, mais il y en a très peu qui en parlent. Et pourtant, quand on arrive en Occident, on se prend pour les grands donneurs de leçons. Nous avons la religion la plus belle au monde. Nous sommes tous égaux. Et à chaque fois, on nous rappelle le cas de Bilal, ce musulman noir qui a été choisi, qui a été désigné par le prophète pour faire l'appel de la prière, comme si c'était une manière de dire l'esclavage n'existe pas dans l'islam. Ce qui est archi faux. Ce qui est archi faux. Vous allez dans des pays tels que la Mauritanie aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a évidemment des choses à dire. Il y a vraiment des choses à dire. Et c'est une honte pour la Oumma islamique, c'est une honte pour la religion musulmane, c'est une honte pour l'islam à laquelle nous appartenons tous. Et aujourd'hui, que les musulmans règlent d'abord leurs propres problèmes d'égalité chez eux avant de venir donner des leçons à l'Occident. C'est le message. Quoi qu'on puisse dire à l'Occident, quoi qu'on puisse dire, l'Occident a fait des efforts énormes, gigantesques ces derniers siècles. Et je pense que cela mérite tout mon respect. Et je pense que cela mérite d'être souligné. Arrêtez de cracher sur les Occidentaux. Arrêtez de cracher sur l'Occident qui vous donne une vie meilleure, des opportunités et des avantages que vous n'avez pas chez vous, et surtout une égalité que vous n'avez pas chez vous et que vous ne voulez pas appliquer chez vous. Donc ça, c'est le message que je lance à tout le monde. Bon Ramadan à tous les musulmans. Merci, à très bientôt, et j'espère que ce sujet que je viens de lancer aujourd'hui
nous permettra de réfléchir, de penser sur cette question très, très cruciale et de savoir qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Parce que quand on va jusqu'à séparer des cimetières, parce qu'il y a des gens noirs et des gens de couleur plus claire, quand on va jusqu'à inscrire sur le registre de naissance d'une personne le nom attique pour lui rappeler ses origines esclaves, alors qu'on est encore en 2018 ou en 2019, pardon, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et c'est une hypocrisie qui ne dit pas son nom, parce que malheureusement, on en parle très peu, et malheureusement, les pays dans lesquels ces gens-là sont maltraités et sous-estimés, malheureusement, c'est des pays dans lesquels ces sujets-là ne sont pas du tout mis au devant de la scène, ne sont pas du tout médiatisés, et on parle toujours de l'islam comme étant une religion tolérante et une religion qui protège tout le monde. En réalité, ce n'est pas la réalité. Donc, merci à toutes et à tous. Peut-être que j'aurai suffisamment d'informations là-dessus et peut-être un peu plus de temps pour revenir sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet que je connais un tout petit peu. Quand j'aurai un peu de temps, je reviendrai pour faire une vidéo un peu plus longue, peut-être qui va durer 30 minutes ou 45 minutes, où je vais carrément exposer cette situation dramatique, honteuse pour la Oumma islamique, pour les musulmans et pour l'islam, et qui perdure depuis des siècles et des siècles et des siècles, alors que dans les pays occidentaux, aujourd'hui, il n'y a aucun noir en France ou aux États-Unis qui a dans sa carte d'identité une seule phrase ou un seul mot qui lui rappelle ses origines esclaves. Il n'y en a pas. Et pourtant, dans ces pays-là, c'est une règle, c'est une normalité, c'est une banalité, ça ne pose aucun problème. Et pourtant, quand ces gens-là viennent ici, ils sont les premiers à nous parler de droits de l'homme, à nous parler de l'égalité. Et quand on va dans des associations telles que SOS Racisme, etc., on ne retrouve que ces gens-là. Toute l'hypocrisie de l'islam est là, et j'espère que nous aurons le temps de revenir là-dessus et de pouvoir mettre les points sur les i. Pas pour changer la donne ou régler le problème, parce que je pense que c'est assez compliqué, mais au moins qu'on puisse faire entendre nos voix et qu'on essaie quand même d'apporter un soutien à ces gens-là qui ne sont pas des migrants. C'est très important de le souligner, ce ne sont pas des migrants, c'est des gens qui sont nés dans ces pays-là, qui vivent dans ces pays-là depuis plusieurs générations, depuis peut-être plus de 100 ans, et qui sont aujourd'hui traités toujours de manière indigne et de manière honteuse, en leur rappelant toujours l'origine de leurs origines esclaves, et je pense que ça pose un problème. Merci à toutes et à tous, à très bientôt, au revoir.